La première fois que la BMW argentée de Carole Dufour a bloqué mon allée, j'ai cru à une erreur. À la 15e fois, j'ai su exactement ce que c'était une démonstration de force. Et elle n'avait aucune idée à qui elle s'attaquait. Je suis infirmier urgentiste. Mon travail consiste à sauver des vies, sous pression documenter chaque détail et rester calme lorsque le chaos éclate. Carole utilisait sa position au conseil de l'association syndicale libre ASL comme une arme se garant de travers chaque lundi, mercredi et vendredi, tandis que je voyais l'heure de ma prise de service défiler. Elle s'attendait à ce que je l'accepte. Grosse erreur. Ce sur quoi elle ne comptait pas, c'était ma formation, suivre les protocoles, recueillir des preuves, exécuter les plans avec précision. Quand sa BMW a finalement embrassé ces 4 bornes métalliques que j'avais installées légalement, le choc a résonné dans tout le quartier. Et l'Internet, 2 millions de personnes ont eu quelque chose à dire à ce sujet. Je m'appelle Antoine Lemoine et je suis infirmier urgentiste depuis 11 ans. Pendant ce temps, j'ai appris que les urgences n'attendent personne. Ni les embouteillages, ni la météo, et certainement pas l'horaire de covoiturage de quelqu'un. Ma prise de service est à 8h pile, ce qui signifie que je dois quitter ma maison à 7h50 au plus tard. C'est une fenêtre de tir étroite, mais cela fonctionne. Ou du moins, cela a fonctionné jusqu'à ce que Carole Dufour décide que mon allée était sa zone d'attente personnelle, tous les lundis, mercredis et vendredis matin, à très exactement 7h45. La première fois, c'était un lundi début septembre. J'avais juste fini mon café et je me dirigeais vers mon SUV Renault quand je l'ai vu, une BMW X5 argentée garée complètement de travers devant l'entrée de mon garage. Pas en biais, pas partiellement, mais de travers. La voiture s'étirait sur tout le perron de mon allée et empiétait sur un tiers du trottoir comme si quelqu'un l'avait abandonnée en plein virage. La plaque d'immatriculation indiquait Carole 1, ce qui aurait dû être mon premier indice sur le genre de personne à qui j'avais affaire. Je suis resté là pendant 10 bonnes secondes clés à la main, essayant de comprendre ce que je regardais. J'ai jeté un coup d'œil à ma montre 7h52. Mon binôme Julien était déjà à la caserne et nous étions en sous-effectif ce jour-là parce que Martinez s'était porté malade. J'ai sorti mon téléphone et j'ai vu le SMS de Julien datant de 3 minutes, heure d'arrivée. On est en effectif réduit aujourd'hui. J'ai senti ce nœud familier dans mon estomac, celui que j'ai quand je sais que je suis sur le point de laisser tomber quelqu'un. J'ai regardé à nouveau la BMW, puis mon garage bloqué, puis la maison 3 portes plus loin, où vivait sans doute la propriétaire du SUV. Pas d'autre choix. J'ai commencé à courir. La maison était une coquette 2 étages, avec une peinture fraîche et une pelouse parfaitement entretenue qui criait « Approuvé par la SL ». J'ai frappé à la porte d'entrée, portant toujours ma chemise d'urgentiste, espérant que cela communiquerait une certaine urgence. Après environ 20 secondes, la porte s'est ouverte sur une femme d'une quarantaine d'années, avec des mèches blondes et un pinceau de maquillage à la main. Elle avait l'air agacée avant même que j'ouvre la bouche. « Oui », dit-elle, évitant de me regarder, comme si je l'interrompais dans quelque chose de bien plus important que de bloquer la seule sortie de quelqu'un. « Excusez-moi », ai-je dit en gardant ma voix calme. « Votre voiture bloque l'entrée de mon garage. Je dois aller travailler. » Elle a jeté un coup d'œil par-dessus mon épaule vers la rue à peine intéressée, puis est retournée à son reflet dans le miroir du couloir. « Je ne suis là que pour 30 minutes, dit-elle, tapotant sa joue avec le pinceau. « Vous ne pouvez pas attendre. » J'ai senti ma mâchoire se serrer, mais j'ai gardé un ton professionnel. Je suis infirmier urgentiste. Ma prise de service est à 8h. Mon binôme m'attend à la caserne. Elle m'a finalement regardé et j'ai vu quelque chose vaciller sur son visage. Pas de l'inquiétude, pas de l'empathie, de l'irritation. « Alors vous auriez dû partir plus tôt, dit-elle sèchement. C'est une rue publique, je dois emmener ma fille à l'école. J'ai ouvert la bouche pour expliquer que bloquer une allée rue publique ou non était illégal, mais elle reculait déjà. « Allez-vous me faire la morale sur le stationnement ?» dit-elle, sa voix se faisant plus acerbe. « Je n'ai pas le temps pour ça. » Et puis elle a fermé la porte. Pas claqué, juste fermé net et définitif comme si j'étais un démarcheur qu'elle avait poliment éconduit. Je suis resté sur son porche pendant 5 secondes, de plus écoutant le son de ma propre respiration avant de faire demi-tour et de courir vers ma maison. J'ai envoyé un SMS à Julien. Coincé. Arrive à 8h20. Désolé. Sa réponse est arrivée presque instantanément. Pas de souci. Roule prudemment.
Je me suis assis dans mon salon et j'ai regardé par la fenêtre Carole sortir de sa maison à 8h10, parfaitement maquillée, guidant une adolescente avec un casque audio et un sac à dos. Elles sont montées dans la BMW et sont parties sans un seul regard vers ma maison. J'ai finalement reculé de mon garage à 8h14, roulé à 15 km au-dessus de la limite de vitesse, et suis entré dans la caserne à 8h26. Julien était assis dans le véhicule d'intervention, révisant les listes de vérification des fournitures, mais il a levé les yeux quand je suis arrivé et m'a adressé un sourire fatigué. « Ça va ?» a-t-il demandé. « Oui », ai-je dit. « Problème de voisin. » Il a hoché la tête mais n'a pas insisté. Nous sommes partis pour notre premier appel 6 minutes plus tard. J'ai pensé que c'était un événement isolé, un coup de malchance. Peut-être qu'elle était en retard, avait pris une mauvaise décision et ne le ferait plus. J'avais tort. La BMW est revenue le mercredi matin. Même endroit, même angle de travers, puis le vendredi, puis le lundi suivant. À la fin de la 2e semaine, j'avais été en retard 7 fois, envoyant toujours les mêmes excuses à Julien, arrivant toujours à la caserne avec ce même nœud dans l'estomac. Le schéma était indéniable. Carole avait un horaire de covoiturage et mon allée était l'endroit qu'elle avait choisi. À chaque fois, elle partait entre 8h10 et pire 15-30 minutes complètes après m'avoir bloqué. Un lundi de la 3e semaine, j'ai laissé un mot sur son pare-brise. « Veuillez ne pas bloquer mon garage. Je dois partir travailler à 7h50. Je suis infirmier urgentiste. Merci. » J'ai coincé le mot sous son essuie-glace et je suis rentré attendre. Quand elle est revenue à sa voiture ce matin-là, j'ai regardé par ma fenêtre pendant qu'elle lisait le mot, le décollait du pare-brise et le laissait tomber sur le trottoir. Elle ne l'a pas froissé, elle l'a juste laissé tomber. Puis elle est montée dans sa BMW et est partie. J'ai fixé ce petit carré de papier jaune sur le sol et quelque chose de froid s'est installé dans ma poitrine. Cet après-midi-là, j'ai réessayé une fois de plus. Je l'ai surprise devant sa maison en train de décharger des courses, toujours dans mon uniforme de fin de service. « Bonjour », ai-je dit en gardant ma voix amicale. « Je vous ai laissé un mot ce matin au sujet du stationnement. » Elle a levé les yeux de son coffre et j'ai vu la reconnaissance éclairer son visage, immédiatement suivi par la défensive. « C'est une rue publique », dit-elle, posant un sac sur sa hanche. « Je peux me garer où je veux. » J'ai pris une inspiration. « Techniquement, vous bloquez une allée, ce qui est… » Elle m'a coupé. « Êtes-vous avocat ? » « Non. » « Alors ne me faites pas la morale. Si vous ne pouvez pas gérer votre temps, peut-être que les services d'urgence ne sont pas faits pour vous. » Cette dernière phrase m'a frappé comme une gifle. J'ai senti mes mains se crisper, mais j'ai gardé ma voix stable. « J'ai juste besoin que vous déplaciez votre voiture, » ai-je dit. « C'est tout. » Elle a ramassé son sac de courses et a marché vers sa porte d'entrée. « Je me garerai là où j'en ai besoin, » a-t-elle dit par-dessus son épaule. « Débrouillez-vous. » Et puis, elle est rentrée. Je suis resté là dans son allée pendant un long moment, ma formation d'urgentiste prenant le relais. Évaluer la situation, documenter ce que l'on peut, ne pas escalader. Je suis retourné à ma maison et j'ai ouvert mon application de caméra de sécurité. J'avais installé une caméra basique au-dessus de mon garage 2 ans auparavant, après un vol de colis dans le quartier. Elle avait un angle décent sur l'allée et la rue. J'ai fait défiler les séquences et j'ai trouvé chaque incident de la BMW argentée. 7h45 du matin, chaque lundi, mercredi et vendredi, comme une horloge. J'ai commencé à sauvegarder les clips, à les organiser par date en notant les horodatage. Dans les services d'urgence, nous documentons tout car des vies dépendent de la précision des dossiers. Ce n'était pas une question de vie ou de mort, mais le principe était le même. Si j'allais résoudre ce problème, j'avais besoin de preuves. Le jeudi après-midi de la 3e semaine, j'étais assis dans la salle de pause de la caserne avec Julien quand il a finalement abordé le sujet. « Tu es à côté de la plaque ces derniers temps », dit-il remuant son café. « Le truc du voisin, ça continue. » J'ai hoché la tête. Tous les lundis, mercredis et vendredis, elle se gare de travers devant mon allée pendant 30 minutes. Je lui ai demandé d'arrêter. J'ai laissé des notes. Elle s'en fiche. Julien a posé son café, son expression s'assombrissant. 30 minutes, ça ne semble pas grand-chose, mais quand on est en sous-effectif et que tu arrives en retard… Il s'est interrompu, mais je savais ce qu'il voulait dire. Nous avions eu 2 situations critiques que moi là où nous avions eu besoin d'une 3e paire de mains. Martinez était de retour maintenant, mais la marge était mince. « Je sais », ai-je dit doucement. « Je m'en occupe. » Julien m'a étudié un instant, puis a hoché la tête. « Tu es l'un des gars les plus fiables que je connaisse. Si tu en es là, c'est que tu as d'abord essayé tout le reste.
Oka, il avait raison. J'avais essayé tout ce qui était raisonnable et Carole avait clairement indiqué que le raisonnable ne fonctionnerait pas. Cette nuit-là, je me suis assis à mon ordinateur portable et j'ai fait ce que je fais de mieux face à un problème complexe. J'ai cherché les arrêtés municipaux, les procédures d'application du stationnement, les lois sur l'accès aux propriétés. J'ai sorti mes documents d'achat de maison et j'ai trouvé le plan de géomètre de la propriété, une carte détaillée montrant exactement où mon terrain se terminait et où commençait le droit de passage public. Le perron de mon allée s'étendait de 90 cm dans ce droit de passage, mais le plan était explicite, c'était un accès légalement protégé. J'avais des droits ici, et si Carole n'allait pas respecter ses droits par courtoisie, il était peut-être temps de les faire respecter par les voies appropriées. J'ai commencé à prendre des notes, construisant un dossier de la même manière que je documenterais un dossier patient. Faits oraux datage, preuve pas d'émotion, juste des données. J'ai lu la section 12.4.8 du code municipal jusqu'à ce que les mots se brouillent et lentement, un plan a commencé à prendre forme. Légal, méthodique, irréfutable. Le vendredi matin de la 3e semaine, la BMW s'est montrée à nouveau exactement à l'heure. Je ne suis pas sorti. Je n'ai pas frappé à sa porte. Je suis juste resté à ma fenêtre de cuisine avec mon téléphone enregistrant toute la scène. L'horodatage, la plaque d'immatriculation, l'angle de la voiture, bloquant mon garage. Quand elle est finalement partie 32 minutes plus tard, j'ai sauvegardé la vidéo dans un dossier sur mon ordinateur portable intitulé « Preuve ». J'avais fini de demander gentiment. J'avais fini d'espérer qu'elle ferait preuve de raison. Carole Dufour avait fait son choix traçant sa ligne sur l'asphalte. Maintenant, il était temps pour moi de tracer la mienne. Et dans mon domaine, quand on prend une décision, on la met en œuvre avec précision. Le jeudi de la 4e semaine, j'avais documenté 15 incidents distincts où Carole avait bloqué mon allée. 15 clips vidéo chacun, avec des horodatage clairs comme du cristal, des captures de plaques d'immatriculation et des journaux de durée. J'avais également été en retard au travail 12 fois, ce qui signifiait que Julien avait dû me couvrir sur 3 appels cardiaques, 2 accidents de la route et une urgence respiratoire pédiatrique. La culpabilité me rongeait, mais je gardais mon calme. Dans les services d'urgence, la panique ne résout pas les problèmes. La préparation, oui. Alors, je me suis préparé. J'ai rédigé un email à l'ASL de la résidence des Rivières, j'ai joint un fichier zip de preuves photographiques et j'ai exposé la situation dans un langage clair et professionnel. Pas de colère, pas d'accusation, juste des faits et une demande de médiation. L'email est parti le jeudi soir. Je l'ai gardé court. Cher conseil de l'ASL, je vous écris pour demander de l'aide concernant un problème de stationnement récurrent. Une résidente bloque l'accès à mon allée 15 fois au cours des 4 dernières semaines, ce qui m'a fait arriver en retard à mon travail d'infirmier urgentiste. J'ai tenté de résoudre cela directement sans succès. 6 juin des photos avec horodatage. J'espère que le conseil pourra aider à arbitrer cette situation. Merci de votre temps. J'ai cliqué sur « Envoyer » et j'ai ressenti un petit soulagement. Sûrement l'ASL verrait-elle cela comme une violation évidente. Sûrement quelqu'un interviendrait-il et dirait à Carole d'arrêter. Je n'avais aucune idée que je venais de lui fournir les munitions dont elle avait besoin. La réponse est arrivée le mardi matin. Pas un email. Une lettre physique dans ma boîte aux lettres imprimée sur le papier, à en-tête officielle de l'ASL. Cher monsieur Lemoine, merci pour votre correspondance. Le conseil a examiné votre préoccupation et vous invite à assister à notre réunion mensuelle du 19 octobre pour discuter de cette question avec la communauté. La réunion commence à 19h au Centre communautaire des Rivières. Nous encourageons le dialogue ouvert et la résolution de bon voisinage. Sincèrement, monsieur Claude Dubois, président de l'ASL. Je l'ai lu 2 fois cherchant toute indication qu'ils allaient réellement aborder le problème. Il n'y avait rien. Juste une invitation à une réunion dans 2 semaines. Pendant ce temps, la BMW de Carole continuait de se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis comme une horloge. Je suis arrivé à la réunion du 19 octobre 15 minutes en avance portant un pantalon et une chemise boutonnée avec un dossier contenant des copies imprimées de mes preuves. Le centre communautaire était un petit bâtiment en briques avec des chaises pliantes disposées en rangée face à une table où siégeaient 5 membres du conseil. J'ai reconnu quelques voisins, peut-être 15 personnes au total présentes. La plupart étaient des personnes âgées, à l'âge de la retraite, le genre de personnes qui se soucient réellement des affaires de l'ASL. J'ai pris place au 3e rang et j'ai attendu. À 19h pile, la réunion a commencé. Claude Dubois, un homme aux cheveux gris d'une 60aine d'années, a ouvert la séance
et a commencé à parcourir l'ordre du jour, contrat d'aménagement paysager, horaire d'entretien de la piscine, un vote sur les directives de décoration des fêtes. 20 minutes plus tard, Claude a finalement dit « Point suivant. Nous avons une préoccupation de stationnement soulevée par M. Antoine Lemoine. Monsieur Lemoine, souhaitez-vous présenter votre problème ?» Je me suis levé dossier à la main et j'étais sur le point de parler lorsqu'un autre membre du conseil a coupé la parole, une voix féminine, vive et familière. Avant d'entendre Monsieur Lemoine, je voudrais aborder certaines préoccupations que le conseil a reçues concernant son comportement. Je me suis tourné et je l'ai vue, Carole Dufour, assise à la table du conseil, portant un blazer et un sourire qui n'atteignaient pas ses yeux. Mon estomac s'est noué. Elle était au conseil. Comment avais-je pu ne pas le savoir? Carole ne m'a pas attendu pour répondre. Elle a ouvert un dossier à elle et a commencé à lire ce qui ressemblait à des notes préparées. Au cours du dernier mois, M. Lemoine a harcelé à plusieurs reprises une résidente au sujet de ses choix de stationnement. Nous avons reçu des plaintes selon lesquelles il l'aurait confrontée chez elle, laissé des notes sur son véhicule et l'aurait mise mal à l'aise dans son propre quartier. La résidente en question est une mère qui a simplement besoin de quelques minutes pour préparer sa fille pour l'école. Elle se gare dans une rue publique, ce qui est son droit. Le comportement agressif de M. Lemoine crée des tensions dans notre communauté. Elle a levé les yeux de ses notes, son regard balayant la pièce. Plusieurs voisins ont hoché la tête. Ma bouche s'est asséchée. Ce n'est pas... ai-je commencé, mais Carole a levé la main. Vous aurez votre tour quand j'aurai fini, Monsieur Lemoine. Sa voix était calme, autoritaire, la voix de quelqu'un habitué à être obéi. Nous avons des déclarations de témoins décrivant votre approche conflictuelle. Un voisin a signalé vous avoir vu vous disputer avec cette résidente dans son allée alors qu'elle tenait des sacs de courses. Un autre a mentionné que vous surveillez ses allées et venues, ce qui franchement frise le harcèlement. Elle a marqué une pause pour les faits. Le conseil prend l'harmonie communautaire très au sérieux. Nous comprenons que le stationnement puisse être frustrant, mais l'agression et l'intimidation ne sont pas la manière dont nous résolvons les conflits ici. Elle s'est assise croisant les mains sur la table, ressemblant parfaitement à la fonctionnaire concernée. J'ai senti l'atmosphère de la pièce changer. Les yeux qui avaient été neutres étaient maintenant sceptiques, voire hostiles. Madame Emmeline Dupont, une femme âgée à qui j'avais fait signe des dizaines de fois, fronçait les sourcils comme si j'avais donné un coup de pied à un chiot. Monsieur François, qui vivait 2 maisons plus loin, a chuchoté quelque chose à la personne à côté de lui. J'ai réalisé avec une clarté stupéfiante que Carole avait joué cela parfaitement. Elle s'était présentée comme la victime et moi comme l'agresseur avant même que j'aie ouvert la bouche. Et ces gens qui ne me connaissaient pas au-delà d'un hochement de tête occasionnel achetaient son histoire. J'ai pris une inspiration et j'ai essayé de sauver la situation. « Puis-je répondre ?» ai-je demandé en gardant ma voix stable malgré la colère qui montait dans ma poitrine. Claude Dubois a hoché la tête. « S'il vous plaît, Monsieur Lemoine, nous aimerions entendre votre version. » J'ai ouvert mon dossier et j'ai sorti les photos imprimées. Je suis infirmier urgentiste. Je travaille le matin à partir de 8h. Au cours des 4 dernières semaines, une BMW argentée s'est garée de travers devant mon allée tous les lundis, mercredis et vendredis à 7h45, bloquant mon accès pendant 30 à 35 minutes. J'ai été en retard au travail 12 fois à cause de cela. J'ai raté des appels d'urgence. Mon binôme a dû intervenir en sous-effectif. J'ai levé les photos. J'ai des preuves horodatées de chaque incident. J'ai approché la propriétaire du véhicule poliment à plusieurs reprises, lui demandant de se garer ailleurs. J'ai laissé une note, je n'ai pas été agressif. J'essayais de résoudre un problème. « Et qui est cette propriétaire de véhicule ?» a demandé un autre membre du conseil, un homme d'âge moyen que je ne reconnaissais pas. Avant que je puisse répondre, Carole a pris la parole à nouveau. C'est moi, et je voudrais clarifier que la version des événements de M. Lemoine est exagérée. Je me gare dans une rue publique pendant une courte période lors du dépôt scolaire. Ce n'est pas illégal. Son allée n'est pas bloquée. Il doit simplement attendre quelques minutes s'il ne peut pas gérer son horaire matinal pour s'adapter à l'activité normale du quartier. Peut-être devrait-il envisager de partir plus tôt. J'ai autant le droit d'utiliser le stationnement public que n'importe qui d'autre. Son ton était raisonnable, presque sympathique, comme si elle expliquait des faits de base à un enfant. J'ai senti ma mâchoire se resserrer.
Vous n'utilisez pas le stationnement public. Vous bloquez une allée, ce qui est illégal selon le code municipal, et ce n'est pas pour quelques minutes, c'est 30 minutes à chaque fois. Carole a souri, le genre de sourire qui n'atteint pas les yeux. Avez-vous la preuve que je bloque votre allée? Ou êtes-vous simplement contrarié que quelqu'un se gare près de chez vous? Elle savait que j'avais des photos. Je les avais envoyées à l'ASL, mais elle savait aussi que personne dans cette pièce ne les avait encore réellement regardées. J'ai envoyé 15 photos au conseil, ai-je dit, levant mon dossier. Elles sont horodatées. Elles montrent votre véhicule garé en travers du perron de mon allée, pas près en travers. Claude Dubois s'est éclairci la gorge. Nous avons bien reçu vos photos, monsieur le moine, mais nous n'avons pas eu l'occasion de les examiner en détail. C'est une question que nous pouvons mettre de côté pour une enquête plus approfondie. Carole est intervenue avec aisance. Je pense que ce que nous voyons ici est un nouveau résident qui ne comprend pas comment fonctionne notre communauté. Nous partageons l'espace. Nous nous accommodons les uns les autres. Si monsieur le moine continue de harceler les résidents pour des inconvénients mineurs, cela deviendra un problème plus important que le stationnement. Elle m'a regardé directement. Je suis prête à laisser tomber cette affaire si vous l'êtes aussi, mais si vous continuez à me confronter, je n'aurai d'autre choix que de déposer une plainte formelle pour harcèlement. La pièce est devenue silencieuse. J'ai regardé les visages qui me fixaient. Madame Dupont avait l'air mal à l'aise. Monsieur François évitait le contact visuel. Un couple plus jeune vers le fond chuchotait l'un à l'autre. Personne n'a pris ma défense. Personne n'a demandé à voir mes preuves. Carole avait contrôlé le récit dès le début, et j'étais tombé directement dans son piège. Claude Dubois a remué quelques papiers. Passons à un avertissement pour les deux parties. Monsieur le moine, veuillez vous abstenir de tout comportement conflictuel. Madame Dufour, veuillez faire attention à l'endroit où vous vous garez. Nous vous encourageons tous deux à communiquer respectueusement. Pouvons-nous nous mettre d'accord là-dessus? Ce n'était pas une question. C'était une directive. J'avais envie de protester. Je voulais sortir chaque photo, chaque horodatage, chaque preuve et les forcer à voir ce qui se passait. Mais je savais lire l'ambiance. Carole les tenait. Elle s'était positionnée comme la personne raisonnable, la dirigeante communautaire, essayant de maintenir la paix, tandis que j'étais le nouveau venu en colère qui causait des problèmes. Argumenter maintenant ne ferait que me faire paraître pire. Alors j'ai hoché la tête. « Compris », ai-je dit ma voix plate. « Merci de votre temps. » Je me suis assis, mon dossier toujours sur mes genoux, me sentant comme si je venais de perdre un combat dans lequel je ne savais pas que j'étais engagé. La réunion a continué, lumière de Noël, horaire de ramassage des ordures. Personne n'a plus mentionné mon problème de stationnement. Après la réunion, je suis rentré à ma voiture seul. Quelques voisins sortaient du centre communautaire en parlant à voix basse. J'ai saisi des fragments de conversation. Semblaient assez intenses. Je ne sais pas, elle est au conseil depuis des années. Pauvre femme essayant juste d'emmener son enfant à l'école. J'ai déverrouillé mon SUV et je me suis assis sur le siège conducteur, un instant les mains sur le volant fixant le vide. J'avais tout fait correctement. J'avais été poli. J'avais tout documenté. J'étais passé par les voies appropriées. Et Carole avait retourné cela contre moi avec rien d'autre que sa parole et sa position au conseil. Ce n'était plus une question de stationnement. C'était une question de pouvoir. J'ai sorti mon téléphone et j'ai fait défiler les réseaux sociaux, ce que je faisais rarement. Je n'avais pas beaucoup de comptes, mais j'avais entendu des voisins mentionner un groupe communautaire. Je l'ai trouvé, Communauté ASL des Rivières, sur une plateforme populaire, 400 membres. J'ai fait défiler les publications récentes, conseil d'entretien de la pelouse, alerte de chat perdu, et puis posté il y a 2 heures un message de Carole Dufour. Certains nouveaux résidents ne comprennent pas les valeurs communautaires. Le stationnement est un espace partagé. Les attitudes de supériorité ne seront pas tolérées. Nous accommodons les familles avec enfants. Aucun nom mentionné, mais 47 personnes avaient aimé. 23 commentaires, tous de soutien. Merci de garder notre quartier sûr. Certaines personnes sont si égoïstes. Vous faites un excellent travail au conseil. Je n'ai pas commenté. Je n'ai pas réagi. J'ai juste fait une capture d'écran de la publication, l'ai sauvegardée dans mon dossier de preuves et je suis rentré chez moi. Quand j'ai franchi ma porte d'entrée, j'ai senti le poids de la soirée m'oppresser. J'avais été humilié devant mes voisins, abusé psychologiquement par quelqu'un ayant un pouvoir institutionnel et publiquement diffamé sur les réseaux sociaux sans que mon nom ne soit jamais prononcé. Et demain, c'était vendredi, ce qui signifiait qu'à 7h45, cette BMW argentée serait de retour dans mon allée et je ne pouvais absolument rien y faire.
C'est du moins ce que pensait Carole. Je me suis assis à ma table de cuisine et j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai tiré mon dossier de preuves et j'ai commencé un nouveau document. Plan B, l'ai-je intitulé. Puis j'ai commencé à taper. Si l'ASL ne m'aidait pas, je trouverais un autre moyen, un moyen légal. Parce que Carole avait commis une erreur critique, elle avait supposé que j'abandonnerais. Elle avait supposé que sa position et sa manipulation suffiraient à me faire taire. Elle ne savait pas que dans mon domaine, on n'abandonne pas quand les choses se compliquent. On s'adapte. On trouve une autre approche. On continue jusqu'à ce que le patient soit stable. Et je ne faisais que commencer. La BMW est revenue le vendredi matin exactement à l'heure. 7h45 garée de travers devant mon allée comme si elle en était propriétaire. Je me suis tenu à ma fenêtre de cuisine avec mon téléphone enregistrant la même scène que j'avais enregistrée 15 fois auparavant et j'ai senti quelque chose changer en moi. Pas de la colère. La colère était chaude et réactive, et j'avais appris il y a longtemps que les émotions chaudes font tuer les gens dans les situations d'urgence. C'était plus froid calculé. J'avais fini de jouer selon des règles qui ne s'appliquaient qu'à moi. Si Carole pouvait se servir de l'ASL comme d'une arme, je pouvais me servir de la loi. Je devais juste trouver le bon statut. Le lundi matin de la 5e semaine, j'ai appelé la ligne non urgente de la police à 7h55. La standardiste a pris mes informations et a dit qu'un agent serait là sous peu. J'ai attendu dans mon allée regardant l'horloge dépasser 8h. 8h10. L'agent est finalement arrivé à 8h37, à laquelle la BMW de Carole était partie depuis 22 minutes. C'était un gars amical d'une trentaine d'années, avec les yeux fatigués de quelqu'un qui avait travaillé trop de nuit. Son nom était Agent Allard. Je le reconnaissais vaguement de quelques scènes d'accident auxquelles nous avions répondu tous les deux au fil des ans. « Vous êtes l'urgentiste du département, n'est-ce pas ?» a-t-il demandé en sortant de sa voiture de patrouille. « Oui, » ai-je dit. « Écoutez, j'apprécie que vous soyez venu, mais la voiture est déjà partie. Cela se produit tous les lundis, mercredis et vendredis depuis 5 semaines maintenant. Elle bloque mon allée pendant 30 minutes et part avant que quiconque puisse répondre. » J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré la compilation vidéo que j'avais créée, 15 clips cousus ensemble avec des horodatages. L'agent Allard a regardé son expression passant d'un intérêt poli à une sympathie sincère. « C'est frustrant, a-t-il dit. Mais voici le problème, je ne peux pas verbaliser un véhicule qui n'est pas là. Nous devons la prendre en flagrant délit. » J'ai senti mes épaules s'affaisser. Au moment où vous arrivez, elle est toujours partie. C'est comme si elle connaissait le timing. L'agent Allard m'a rendu mon téléphone et s'est appuyé contre sa voiture de patrouille. « Entre nous, documentez tout. Vidéo, photo, horodatage, montez un dossier. Si vous voulez aller au civil avec une plainte pour harcèlement, cette preuve vous aidera, mais pour l'application du stationnement, je dois constater l'infraction physiquement. » Il a marqué une pause, jetant un coup d'œil à ma chemise d'uniforme accrochée à un crochet près de mon garage. « Vous travaillez le matin, n'est-ce pas ? Cela rend les choses encore pires. J'ai été sur des appels avec vous autres. Je sais à quel point le personnel peut être limité. » Son empathie était sincère, mais elle ne résolvait pas mon problème. Je l'ai remercié d'être venu, je l'ai regardé s'éloigner et j'ai envoyé un SMS à Julien que je serais encore en retard. Quand je suis finalement arrivé à la caserne à 8h50, je pouvais voir la fatigue sur le visage de Julien. Nous n'en avons pas parlé. Nous sommes partis pour notre premier appel. Cet après-midi-là, j'ai essayé un angle différent. J'ai appelé une entreprise de remorquage locale, le genre, avec de gros camions et on remorque tout, peint sur le côté. La standardiste avait l'air de s'ennuyer quand j'ai expliqué la situation. « Le véhicule est-il sur votre propriété privée ?» a-t-elle demandé. « Il bloque le perron de mon allée, » ai-je dit, ce qui s'étend dans le droit de passage public, mais c'est un accès légalement protégé. Il y a eu une pause. « Monsieur, si c'est dans le droit de passage public, nous avons besoin d'une autorisation de la police pour remorquer. Nous ne pouvons pas simplement prendre la voiture de quelqu'un dans une rue publique. Problème de responsabilité. » J'ai senti ma frustration monter. La police m'a dit de vous appeler. La standardiste a soupiré. Et nous vous disons que nous avons besoin de documentation de leur part. Obtenez-le par écrit, alors nous pourrons vous aider. J'ai passé l'heure suivante à remplir un formulaire de plainte en ligne auprès de la division de l'application du stationnement de la ville. Le site web était maladroit, clairement conçu il y a une décennie et jamais mis à jour. J'ai téléchargé des photos, écrit une description détaillée, inclus mes coordonnées. 3 jours plus tard,
j'ai reçu une réponse par email automatisée. Votre demande a été examinée. Votre rue n'est pas dans une zone d'application avec horodateur. Veuillez contacter votre association de propriétaires locales pour les litiges de stationnement. Dossier clos. Je l'ai lu 2 fois, ma mâchoire se serrant de plus en plus. J'ai répondu en expliquant qu'il ne s'agissait pas de stationnement payant. Il s'agissait d'obstruction d'allée et j'étais un intervenant d'urgence qui avait besoin d'un accès fiable. Le système a renvoyé une autre réponse automatisée. Ce dossier a été clos et ne peut être rouvert. Merci. Je me suis assis à ma table de cuisine ce soir-là, fixant l'écran de mon ordinateur portable, sentant les murs se rapprocher. Chaque voie officielle que j'avais essayée n'avait mené nulle part. La police ne pouvait pas aider sans être là à l'instant exact. Les entreprises de remorquage n'agiraient pas sans autorisation de la police. L'application du stationnement ne couvrait pas ma rue. L'ASL était compromise par la personne causant le problème. J'étais coincé dans une boucle bureaucratique sans issue. Et Carole le savait. Elle avait probablement eu affaire à suffisamment de plaintes de voisinage au fil des ans pour comprendre à quel point ces systèmes étaient inefficaces. C'est pourquoi elle continuait de se garer là. C'est pourquoi elle m'avait souri lors de la réunion de l'ASL. Elle savait que je n'avais aucun recours. Le jeudi de la 5e semaine, j'ai fait quelque chose que j'avais évité à cause du coup, j'ai pris rendez-vous avec un avocat en litige civil. Les frais de consultation étaient de 300 € pour 1 heure, soit la moitié de ma paye d'une journée après impôt, mais j'étais assez désespéré pour essayer. Le bureau de l'avocate se trouvait dans une maison transformée en centre-ville, tout en bois sombre, et fauteuils en cuir, essayant de projeter compétence et succès. L'avocate elle-même était une femme astucieuse d'une 50aine d'années qui a écouté mon histoire sans m'interrompre, prenant occasionnellement des notes. Quand j'ai fini, elle s'est penchée en arrière sur sa chaise et m'a lancé un regard que j'avais vu sur le visage des médecins juste avant qu'ils n'annoncent une mauvaise nouvelle. « Vous avez un dossier », a-t-elle dit. « Harcèlement, interférence avec l'accès à la propriété, potentiellement infliction intentionnelle de détresse émotionnelle, si nous le formulons correctement. Mais voici ce que vous devez comprendre. Mes honoraires initiaux sont de 5 000 €. L'enquête prendra 6 à 8 mois. Si cela va jusqu'au procès, vous envisagez 15 000 à 25 000 € de frais juridiques totaux, en supposant qu'elle ne dépose pas de plainte en retour pour diffamation basée sur cette réunion de l'ASL. Elle a marqué une pause, observant ma réaction. Et ça, c'est si tout se passe bien. Si elle a les ressources de l'ASL derrière elle, ce qui semble être le cas, elle peut faire traîner les choses plus longtemps. Je me suis senti mal. Pour un litige de stationnement, ai-je dit doucement. L'expression de l'avocate s'est légèrement adoucie. Le litige civil coûte cher. Il est conçu pour l'être. Avez-vous essayé la médiation? J'ai presque ri. Elle a rejeté mes emails. Elle a jeté ma note. Elle a transformé une réunion de l'ASL en une séance d'humiliation publique. L'avocate a hoché la tête lentement. Alors documentez tout. Si cela s'intensifie, s'il y a des dommages matériels ou un harcèlement continu, revenez. Mais monsieur Lemoine, le litige devrait être un dernier recours. Cela va vous coûter plus que ça ne vaut à la fois financièrement et émotionnellement. Je l'ai remercié pour son temps, j'ai fait un chèque de 300 € que je ne pouvais pas vraiment me permettre et je suis sorti de son bureau me sentant plus vaincu que je ne l'avais été depuis des années. 300 € pour que quelqu'un me dise ce que je savais déjà. J'étais dans une impasse. Cette nuit-là, j'ai ressorti mes documents de propriété. Je les avais regardés auparavant, mais maintenant je les étudiais avec le genre de concentration que je réserve habituellement aux dossiers patients, le plan de géomètre de 1987, mis à jour en 2019. Mes limites de l'eau, les mesures du perron de l'allée, les limites de servitude de la ville, et là, dans les petits caractères des restrictions de l'acte de propriété, j'ai trouvé quelque chose que j'avais ignoré auparavant, une section sur les améliorations de la propriété et les structures de protection. J'ai commencé à chercher sur Google bornes de protection d'allées barrières de stationnement. J'ai trouvé des dizaines d'exemples, tous des poteaux décoratifs aux barrières en acier robuste conçus pour arrêter les véhicules. J'ai cliqué sur les arrêtés municipaux croisant les références avec mon plan. Section 12.4.8, dispositif de protection d'allées. Je l'ai lu 3 fois pour m'assurer que j'avais compris. Les bornes étaient autorisées si elles répondaient à des critères spécifiques installés sur une propriété privée, ne dépassant pas 90 cm de hauteur, équipées de marquages réfléchissants et approuvées par un processus de permis de la ville. Les frais de permis étaient de 150 €. J'ai mesuré les dimensions sur mon plan.
Les bornes devraient être placées 15 cm à l'intérieur de ma limite de propriété pour être totalement légales. Pas dans le droit de passage public, pas sur le terrain de la ville, sur mon terrain protégeant mon accès. Je me suis assis sur ma chaise et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des semaines, la possibilité. Il ne s'agissait pas de demander la permission à l'ASL. Il ne s'agissait pas d'espérer que la police arrive à l'heure. Il s'agissait d'utiliser la loi de la même manière que Carole avait utilisé sa position au Conseil. Stratégiquement, décisivement, j'ai commencé à prendre des notes de la même manière que je documenterais un cas médical complexe, équipement nécessaire, exigence de l'entrepreneur, calendrier d'installation, estimation de coûts. À minuit, j'avais un plan. Pas un plan parfait, mais un plan légal. Et le matin, je commencerai à le mettre en œuvre. Le vendredi matin, la BMW s'est montrée à nouveau. 7h45 comme une horloge. Mais cette fois, je ne me suis pas senti impuissant. Je ne me suis pas senti frustré. J'ai enregistré la vidéo avec des mains stables, je l'ai sauvegardée dans mon dossier de preuves et j'ai regardé Carole s'éloigner 32 minutes plus tard. Elle n'avait aucune idée de ce qui s'en venait. Elle pensait qu'elle avait gagné. Elle pensait que sa position au Conseil et sa manipulation neutraliseraient toute résistance que je pourrais offrir. Elle avait tort. J'avais passé 5 semaines à jouer selon des règles qui n'existaient pas. Maintenant, il était temps d'écrire les miennes. Et le meilleur dans tout ça, tout ce que j'étais sur le point de faire, était complètement irréfutablement légal. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai navigué vers le portail de permis en ligne de la ville. J'ai rempli la demande d'installation de dispositifs de protection d'allée. J'ai téléchargé mon plan de géomètre montrant l'emplacement exact. J'ai joint les spécifications de 4 bornes en acier, chacune de 90 cm de haut, 15 cm de diamètre, avec du ruban réfléchissant jaune. J'ai payé les frais de 150 € avec ma carte de crédit. Et puis j'ai coché la case pour l'examen accéléré, ce qui coûtait 75 € supplémentaires, mais promettait une décision dans les 7 jours ouvrables au lieu de 15. 225 € au total, moins que la consultation de l'avocate. Et infiniment plus utile. Avant de soumettre la demande, j'ai marqué une pause. C'était le point de non-retour. Une fois que j'aurais installé ces bornes, il ne serait plus possible de prétendre qu'il s'agissait d'un malentendu. Impossible de revenir aux relations de bon voisinage. Carole avait clairement indiqué qu'elle n'avait aucune intention d'arrêter, et l'ASL avait clairement indiqué qu'elle ne m'aiderait pas. C'était ma seule option restante. J'ai cliqué sur « Soumettre ». L'écran de confirmation s'est chargé. Demande reçue. Numéro de permis 2024, DPA 8847, délai d'examen estimé 7 jours ouvrables. J'ai fermé mon ordinateur portable et j'ai regardé par la fenêtre de ma cuisine la rue vide où la BMW de Carole reviendrait lundi matin. Qu'elle vienne. Qu'elle se gare là encore une fois, 2 fois, autant de fois qu'elle le voulait, parce que bientôt, très bientôt, cette place de stationnement allait devenir l'erreur la plus coûteuse qu'elle ait jamais commise. L'email d'approbation du permis est arrivé un mardi matin 9 jours après avoir soumis la demande. J'étais à la caserne à mi-chemin d'une barre protéinée entre 2 appels lorsque mon téléphone a vibré. Permis numéro 2024, DPA 8847, approuvé. Votre installation de dispositif de protection d'allée a été autorisée en vertu de la section 12.4.8 du Code municipal. Veuillez vous assurer que tous les travaux sont effectués par un entrepreneur agréé et répondent aux spécifications décrites dans votre demande. J'ai lu cela 3 fois, sentant quelque chose de proche de la satisfaction s'installer dans ma poitrine. J'ai transféré l'email à moi-même 2 fois, j'en ai imprimé une copie à la caserne et j'ai sauvegardé une copie de secours sur 3 services cloud différents. Ce n'était pas seulement un permis, c'était une munition. Les spécifications étaient claires. 4 bornes en acier 90 cm de hauteur, 15 cm de diamètre, peintes en jaune sécurité, avec du ruban réfléchissant installé par un entrepreneur agréé, positionné 15 cm à l'intérieur de ma limite de propriété. J'avais fait mes devoirs, j'avais tout mesuré 2 fois. Les bornes se trouveraient entièrement sur ma propriété privée, pas dans le droit de passage de la ville, pas sur le terrain public. Légal défendable, permanent. J'ai passé ma pause déjeuner à appeler des entrepreneurs. Les 2 premiers ne pouvaient pas me caser dans leurs horaires avant 3 semaines. Le 3e, une entreprise de soudure avec un propriétaire à la voix bourrue, a dit qu'il pouvait le faire mercredi prochain si j'étais flexible sur le timing. « À quelle heure au plus tôt pouvez-vous commencer ?» ai-je demandé. « Nous arrivons généralement vers 8 heures, a-t-il dit. « Pouvez-vous faire 6h30 ?» Il y a eu une pause. « C'est tôt. Une raison particulière. » J'ai gardé ma voix neutre. « Je veux éviter de perturber la circulation dans la rue. » Une autre pause. « D'accord, 6h30, ça marche. »
Main 200 € au total matériaux et main-d'œuvre inclus. Un 200 € était une part importante de mes économies, mais j'avais déjà dépensé 300 € pour une consultation d'avocat inutile et 225 € pour les frais de permis. À ce stade, qu'était-ce que 200 € de plus pour réellement résoudre le problème? Affaire conclue, ai-je dit. Mercredi 6h30 du matin. L'entrepreneur a confirmé l'adresse et j'ai raccroché me sentant comme si je venais de planifier une chirurgie, nécessaire légèrement terrifiante et irréversible. J'ai passé le reste de la semaine à faire mes quarts, à documenter les violations de stationnement continu de Carole et à ne rien dire à personne. Julien a remarqué que j'avais l'air plus léger, moins tendu d'une certaine manière, mais il n'a pas demandé. Je n'étais pas prêt à expliquer. Pas encore. Le lundi et le mercredi de la 7e semaine, la BMW de Carole s'est montrée exactement à l'heure. J'ai enregistré les 2 incidents avec ma caméra de sécurité améliorée, un modèle 4K que j'avais installé pendant le week-end et qui capturait chaque détail avec une clarté nette. Plaque d'immatriculation, horodatage synchronisé avec l'horloge atomique nationale, angle du véhicule, durée de l'obstruction. 31 minutes le lundi, 29 minutes le mercredi. J'ai sauvegardé les 2 vidéos avec une précision clinique, les étiquetant par date et numéro d'incident. 18 violations au total, maintenant réparties sur 7 semaines. Dans les services d'urgence, nous sommes formés pour documenter minutieusement parce que des dossiers incomplets peuvent coûter des vies au tribunal. C'était le même principe. Je construisais un dossier inattaquable, même si je n'avais aucune intention d'aller au tribunal. La documentation elle-même était le point crucial. Le mardi soir, j'ai dépassé la maison de Carole et je l'ai vue dehors en train d'arroser des fleurs dans son jardin. Elle a levé les yeux au moment où je passais et pendant un bref instant, nos regards se sont croisés. Elle a souri pas amicalement mais victorieusement. Le sourire de quelqu'un qui pense avoir gagné. J'ai continué à rouler mes mains stables sur le volant et je n'ai ressenti rien d'autre qu'une froide certitude. Elle n'en avait aucune idée, aucune. Le mercredi matin serait son dernier laissez-passer gratuit. Après cela, les règles changeaient. Je me suis garé dans mon garage, je suis rentré et j'ai réglé 3 alarmes pour 5h45 du matin. Je voulais être réveillé et regarder quand l'entrepreneur arriverait. Je voulais voir chaque instant de l'installation. C'était mon plan de secours qui prenait vie et je n'allais pas le manquer. Le mercredi matin, j'étais debout avant ma première alarme. J'ai fait du café, me suis tenu à ma fenêtre de cuisine et j'ai regardé la rue s'éclaircir lentement, passant du noir au gris, puis au bleu pâle. À 6h23, une camionnette blanche avec soudure industrielle et fabrication, peint sur le côté, s'est arrêtée devant ma maison. 2 hommes sont sortis, l'un plus âgé, avec un visage buriné et une ceinture à outils, l'autre plus jeune qui semblait à peine avoir 20 ans. L'aîné était le propriétaire à qui j'avais parlé au téléphone. Il a frappé à ma porte à 6h28. « Vous êtes le type qui veut des bornes installées avant le lever du soleil ?» a-t-il demandé pas méchamment. J'ai hoché la tête. « C'est moi. Du café. » Il a refusé tout en étant affairé et je lui ai montré l'emplacement exact en utilisant mon plan de géomètre. Il a étudié le plan pendant 3 bonnes minutes, a sorti un mètre ruban et a confirmé les dimensions. « Vous êtes sérieux sur le fait qu'elles doivent être à 15 cm à l'intérieur de votre limite de propriété ?» a-t-il dit. Ce n'était pas une question. « Complètement sérieux ?» ai-je répondu. « J'en ai besoin de légale documentée et permanente. » Il m'a jeté un regard qui suggérait qu'il avait vu sa part de conflit de voisinage. Puis, il a hoché la tête. « Très bien, nous allons percer les bases à 45 cm de profondeur. Versez du béton à prise rapide, montez les poteaux et vous serez opérationnel d'ici 7h30. Elles ne sortiront pas sans marteau-piqueur. » C'était exactement ce que je voulais entendre. Je lui ai remis un chèque de 1200 €. Il m'a donné un reçu et ils se sont mis au travail. Le jeune homme a déchargé 4 poteaux en acier de la benne du camion. Chacun était un cylindre solide de métal de qualité industrielle peint en jaune sécurité vif avec du ruban réfléchissant déjà appliqué. Ils étaient beaux dans leur simplicité fonctionnelle, sans ambiguïté. L'entrepreneur le plus âgé a marqué les points de placement avec de la peinture en aérosol, puis a démarré un forêt à béton qui sonnait comme une tronçonneuse sous stéroïdes. Le bruit a résonné dans le calme matinal et j'ai vu quelques voisins jeter un coup d'œil à leurs fenêtres. Le rideau de Madame Dupont a tremblé. Un jogger a ralenti pour regarder. Je suis resté sur mon perron café à la main et je les ai laissés regarder. Tout cela était légal, tout était permis, tout était à moi. À 7h15, les 4 bornes étaient montées et fixées. L'entrepreneur m'a reparcouru les spécifications une fois de plus. 90 cm de haut vérifié.
15 cm de diamètre vérifié. Ruban de sécurité réfléchissant vérifié. Permis affiché sur la borne numéro 2 vérifié. Il a pointé le permis plastifié que j'avais fourni maintenant attaché à la deuxième borne. Si quelqu'un vous demande montrez-leur ça, vous êtes couvert. Je l'ai remercié. Nous nous sommes serrés la main et le camion est parti à 7h34. Je suis resté dans mon allée regardant les 4 sentinelles jaunes qui gardaient maintenant l'entrée de mon garage et j'ai ressenti une vague de quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des semaines, le contrôle. L'autonomie. La capacité de protéger mon propre espace sans demander la permission à des gens qui avaient déjà montré qu'ils ne m'aideraient pas. Je suis rentré, j'ai versé une deuxième tasse de café et je me suis positionné à la fenêtre de la cuisine. Ma caméra de sécurité enregistrait. Mon téléphone était chargé et prêt. Et selon 7 semaines de données, la BMW de Carole Dufour arriverait dans environ 11 minutes. J'ai vérifié ma montre. 7h43. J'ai attendu. La rue était calme. Une voiture est passée à ralenti légèrement pour regarder les nouvelles bornes, puis a continué. 7h44, 7h45. Et puis pile à l'heure, la BMW X5 argentée a tourné dans ma rue. J'ai senti mon rythme cardiaque s'accélérer légèrement, la même réponse physiologique que j'ai juste avant un appel critique. Adrénaline, concentration, préparation. Carole était au téléphone en mode main libre, son attention divisée. Je pouvais voir sa fille sur le siège passager avec son casque audio fixant son propre téléphone. La BMW a approché ma maison à vitesse normale, peut-être 15 km/h. Et puis, comme une horloge, comme si la mémoire musculaire prenait le relais, Carole a commencé à tourner le volant. Elle allait faire ce qu'elle avait fait 18 fois auparavant, se garer de travers devant mon allée. Sauf que cette fois, mon allée avait des dents. J'ai regardé par la fenêtre mon téléphone enregistrant pendant que la BMW s'inclinait vers les bornes. Carole parlait toujours, ne regardant toujours pas attentivement son cerveau en pilote automatique. Tourner à gauche, se garer, attendre 30 minutes partir. La routine qu'elle avait perfectionnée. Le coin avant-côté passager de sa BMW a rencontré la borne numéro 2 à environ 12 km/h. Le son était spectaculaire. Un craquement de métal et de plastique immédiatement suivi du sifflement d'un pneu crevé et du claquement sec d'un ensemble de phares brisés. La BMW s'est arrêtée brusquement la roue avant sur le trottoir, tout le véhicule penché à un angle maladroit. À l'intérieur de la voiture, j'ai vu la bouche de Carole s'ouvrir dans un hurlement que je ne pouvais pas entendre à travers ma fenêtre. Sa fille a basculé vers l'avant contre sa ceinture de sécurité, son téléphone s'envolant de ses mains. Les airbags ne se sont pas déployés. La vitesse avait été trop faible, mais les dégâts étaient évidents. Le pare-choc avant était froissé comme du papier. Le phare avait disparu, il ne restait que du plastique déchiqueté et des fils exposés. Le capot s'était légèrement déformé là où il avait rencontré l'acier impitoyable de la borne. J'ai posé mon café, j'ai pris une inspiration et je suis sorti. Au moment où j'ai atteint la rue Carole, était déjà sorti de sa voiture, son visage pâle, les mains tremblantes. Sa fille pleurait plus sous le choc que blessée, vérifiant qu'elle n'avait rien. 3 voisins étaient sortis de leur maison attirés par le bruit. Madame Dupont est sortie en peignoir. Un homme d'âge moyen que je reconnaissais vaguement a couru de 2 maisons plus loin. Carole se tenait là, fixant les bornes comme si elle s'était matérialisée de nulle part, ce qu'elles avaient fait de son point de vue. « Quoi que sont ces choses ?» a-t-elle dit, sa voix tremblante. « Elles n'étaient pas là hier. » Je me suis approché calmement, ma formation d'urgentiste prenant le relais automatiquement. « Quelqu'un t'est-il blessé ?» ai-je demandé, adressant la question à Carole et à sa fille. « Avez-vous besoin que j'appelle le 15 ?» Carole s'est tournée vers moi et j'ai vu l'instant exact où la reconnaissance l'a frappée. Son choc s'est transformé en rage. « Vous !» dit-elle, sa voix montant. « Vous avez fait ça. Vous avez mis ça ici pour démolir ma voiture. C'est un piège. » J'ai gardé ma voix calme et professionnelle, le même ton que j'utilise avec les patients combatifs. Un piège est un terme légal qui s'applique à la conduite des forces de l'ordre. Ce sont des bornes de protection légalement installées sur ma propriété privée. Êtes-vous ou votre fille blessée? Je suis formé pour évaluer si vous avez besoin de soins médicaux. La fille de Carole, qui ne devait pas avoir plus de 13 ans, a dit à travers ses larmes « Maman, je vais bien juste peur. » Carole s'est retournée vers elle. « Ne lui parle pas, ne dis rien. » Elle s'est retournée vers moi, les mains serrées en poing. « Vous ne pouvez pas simplement mettre ça ici sans prévenir les gens. C'est... » Elle semblait chercher un langage juridique qui n'existait pas. J'ai mis la main dans ma poche et j'ai sorti une copie pliée du permis. Ces bornes ont été installées hier matin à 6h30.
Le permis a été approuvé il y a 6 jours. Il est affiché sur la borne que votre voiture a percuté. Tout est documenté légal et sur ma propriété. Vous bloquiez mon allée, ce qui est illégal en vertu du code municipal. Maintenant, pour la 3e fois, quelqu'un est-il blessé? Madame Dupont s'est avancée, son visage ridé par l'inquiétude. Carole, ma chérie, ça va? Est-ce qu'Emma va bien? Carole a semblé se souvenir qu'elle avait un public. Elle a pris une inspiration, essayant visiblement de se ressaisir et a passé un bras autour de sa fille. Nous allons bien, nous allons bien. Mais ça c'est... Quelqu'un doit appeler la police. Il a installé un piège. Il savait que je me gare ici. L'autre voisin, l'homme d'âge moyen, a dit doucement. Carole, ce sont des bornes. Les gens les utilisent pour la protection des allées. Si elles sont sur sa propriété... Il s'est interrompu, ne voulant pas finir la phrase. Si elles sont sur sa propriété, c'est vous qui avez tort. Yassi... Oui, ça, c'est... Carole a sorti son téléphone les mains tremblantes. « J'appelle la police », a-t-elle dit sa voix tendue. Nous verrons ce qu'ils ont à dire à ce sujet. J'ai hoché la tête calmement. Je vous en prie, j'ai tout documenté, le permis, les reçus d'installation, le plan de géomètre montrant qu'elles sont entièrement sur mon terrain et 7 semaines de vidéos vous montrant bloquer mon allée à plusieurs reprises. J'ai gardé mon ton neutre factuel, comme si je lisais des signes vitaux à un médecin des urgences. Pas d'émotion, juste des données. Carole m'a fixé et j'ai vu quelque chose changer dans son expression. Pas tout à fait de la peur, pas tout à fait de la compréhension, mais la première lueur qu'elle avait, peut-être juste, peut-être mal calculée. La police est arrivée 14 minutes plus tard. J'ai reconnu la voiture de patrouille avant même qu'elle ne s'arrête. Et quand l'agent Allard est sorti, j'ai vu le éclair de reconnaissance traverser son visage aussi. « Le moine », a-t-il dit, examinant la scène, la BMW endommageait les bornes, Carole debout avec son bras autour de sa fille. Tous deux semblaient secoués. Moi debout calmement dans mon allée, les mains dans les poches. « Que s'est-il passé ici ?» a demandé Allard, sortant son bloc-notes. Carole s'est jetée avant que je puisse répondre. « Il a installé un piège. Ces poteaux n'étaient pas là hier. Il savait que je me gare ici et il les a mis pour endommager ma voiture. » Sa voix était aiguë, tendue, au bord de l'hystérie. L'agent Allard s'est approché des bornes, les a examinées attentivement, puis a repéré le permis plastifié attaché à la 2e borne. Il a lu son expression neutre, puis a regardé la BMW endommagée. Le pare-choc avant était complètement froissé, le phare côté passager entièrement brisé, le capot déformé là où il avait rencontré l'acier. Le pneu était à plat sifflant doucement. « Madame » a dit Allard se tournant vers Carole. « Ce sont des dispositifs de protection légaux. Quand ont-ils été installés ?» J'ai répondu avant que Carole ne puisse faire dévier le récit. Hier matin, 6h30. L'installation a été achevée à 7h35. L'entrepreneur a toute la documentation. Ils sont positionnés 15 cm à l'intérieur de ma limite de propriété, entièrement sur un terrain privé. Allard a hoché la tête lentement, puis a regardé Carole. « Et vous tentiez de vous garer ici ce matin ?» Le visage de Carole a rougi. « Je me gare ici depuis des mois. Il le savait. Il les a installés spécifiquement pour endommager ma voiture. » L'expression de Allard n'a pas changé. « Bloquiez-vous son allée lorsque vous vous gariez ici ?» Carole a ouvert la bouche, l'a refermée, puis a dit « C'est une rue publique. J'ai tout à fait le droit d'utiliser le stationnement public. » Allard m'a regardé et j'ai sorti mon téléphone. J'ai 18 vidéos montrant son véhicule garé en travers du perron de mon allée au cours des 7 dernières semaines. Chaque lundi, mercredi et vendredi durée, 25 à 35 minutes à chaque fois. J'ai remis mon téléphone à Allard, déjà en lecture sur la compilation vidéo. Il a regardé en silence, faisant défiler les clips, sa mâchoire se serrant légèrement. Quand il a fini, il m'a rendu le téléphone et s'est tourné vers Carole. « Madame, bloquer une allée même partiellement est une violation de la section 9.2.14 du code municipal. Ces images montrent un schéma clair. » La voix de Carole est devenue aiguë. « Mais je me gare toujours ici. » Il savait que j'allais percuter ces choses. Et là, c'était l'aveu. L'agent Allard a écrit quelque chose dans son bloc-notes et j'ai vu Carole réaliser son erreur. Son visage est devenu pâle. Je veux dire, je ne voulais pas... Ce que je voulais dire, c'est... Allard a levé la main. « Madame, laissez-moi m'assurer que je comprends. Vous déclarez que vous vous êtes garé régulièrement à un endroit qui bloquait l'accès à l'allée de ce résident. Le piège légal s'était refermé et Carole se tenait juste au milieu. Elle a regardé sa fille, les voisins qui regardaient la BMW endommagée,
et a semblé comprendre qu'elle venait de s'incriminer. « Je dois appeler mon assurance », a-t-elle dit faiblement. Allard a hoché la tête. « C'est votre droit. Je vais rédiger ceci comme un accident de véhicule seul. Le conducteur n'a pas réussi à observer un obstacle fixe sur une propriété privée. Aucune contravention ne sera émise à l'une ou l'autre des parties. » Il m'a regardé. « Monsieur Lemoine, vos bornes sont légales et correctement permises. Vous êtes en règle. » La voix de Carole s'est brisée. « Vous ne le verbalisez pas. Il a créé un danger. » Le ton de Allard est resté professionnel mais ferme. Il a installé un équipement de sécurité légal sur sa propre propriété avec les permis appropriés. « Madame, si quelque chose vous avez de la chance qu'il ne porte pas plainte pour les obstructions d'allées précédentes. » Il a fermé son bloc-notes. « Vous devrez appeler une dépanneuse. Votre véhicule n'est pas en état de rouler. » Toita. Carole est restée là, sa fille pleurant doucement contre son épaule, et j'ai vu l'instant exact où elle a compris qu'elle avait perdu. Pas seulement cette confrontation, mais la guerre entière. Elle avait insisté et insisté confiante dans son autorité d'ASL et sa capacité à manipuler le système, et elle avait couru droit vers des conséquences dont elle ne pouvait pas se tirer par la parole. Madame Dupont s'est approchée de Carole avec prudence. « Ma chérie, tu veux que j'emmène Emma à l'école ?» Carole a secoué la tête avec raideur. « Nous rentrons à la maison. Nous allons bien. » Mais elle n'allait pas bien. Ses mains tremblaient toujours alors qu'elle sortait son téléphone pour appeler une dépanneuse. L'autre voisin, l'homme d'âge moyen, a croisé mon regard et m'a fait un petit signe de tête avant de rentrer chez lui. L'agent Allard s'est approché de moi parlant doucement. « Entre nous, coupe intelligent avec le permis. Vous avez couvert toutes vos bases. » Il a jeté un coup d'œil à Carole qui se disputait avec un répartiteur de dépanneuse. Certaines personnes ne réalisent pas que les actions ont des conséquences avant d'être face à une facture de réparation de 400 €. J'ai gardé ma voix neutre. Je voulais juste arriver au travail à l'heure. Allard a failli sourire. « Oui, j'imagine. » Il m'a tendu une carte de visite avec le numéro du rapport d'incident écrit au dos. « Pour vos dossiers, si elle essaie autre chose, contactez-moi directement. » Nous nous sommes serrés la main et il est parti. Je me suis tenu dans mon allée regardant les 4 bornes jaunes qui venaient de tout changer. Elles n'allaient pas partir. Elles avaient été conçues pour être permanentes. Et la BMW de Carole, actuellement treuillée sur une dépanneuse plateau, témoignait de leur permanence. Les voisins qui s'étaient rassemblés se dispersaient, retournant à leur routine. Leur excitation matinale était terminée. Je suis rentré, j'ai versé une autre tasse de café et j'ai vérifié mon téléphone. 3 SMS de Julien. « Mec, qu'est-ce qui s'est passé ? Éric de la Conta habite dans ta rue et a dit qu'il y avait eu un accident. » J'ai répondu « Longue histoire. » La voisine a percuté des bornes que j'ai installées. Tout le monde va bien. Je suis là vers 8h15. La réponse de Julien est venue immédiatement. « Borne. Appelle-moi dès que tu peux. » J'ai souri malgré moi. L'histoire allait se répandre. C'était bien qu'elle se répande. Que les gens sachent que j'avais suivi chaque règle, rempli chaque formulaire, payé chaque frais et résolu mon problème légalement. Qu'ils sachent que la démonstration de force de Carole s'était retournée contre elle de manière spectaculaire. J'ai pris mon sac de travail et je me suis dirigé vers mon SUV. En reculant de mon garage, j'ai dû m'incliner légèrement pour éviter la dépanneuse qui chargeait toujours la BMW de Carole. Elle se tenait sur le trottoir, son téléphone pressé contre son oreille, son visage masqué par une fureur à peine contenue. Nos regards se sont croisés pendant une fraction de seconde alors que je passais. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas fait de signe de la main. J'ai juste conduit les mains stables sur le volant, me dirigeant vers le travail pour lequel j'avais été en retard 18 fois à cause d'elle. Plus maintenant. Plus jamais. Ces bornes seraient là demain, la semaine prochaine, l'année prochaine. Immuables, indéniables, légales. Quand je suis arrivé à la caserne, Julien m'attendait près du véhicule d'intervention vibrant pratiquement de curiosité. « Bornes », a-t-il dit sèchement. « Tu as installé des bornes. » J'ai pris mon équipement de mon SUV et j'ai commencé à vérifier le matériel. 4 d'entre elles en acier, 90 cm de haut, légalement permises, correctement installées, 15 cm à l'intérieur de ma limite de propriété. Julien m'a fixé. Et elle les a percutées. Ce n'était pas une question. Comme un missile. Pare-choc, avant-phare pneu capot. 12 km/h de conséquences pures.
Julien a laissé échapper un sifflement bas. C'est la solution de problème la plus urgentiste que j'ai jamais entendue. Documenter tout, suivre le protocole, exécuter le plan avec précision. Je l'ai regardé et j'ai senti quelque chose se relâcher dans ma poitrine. Soulagement, justification. Le poids de 7 semaines de frustration s'envolait enfin. Elle pensait que sa position à l'ASL la rendait intouchable, ai-je dit. Elle pensait que j'allais juste l'accepter. Julien m'a tapoté l'épaule. « Mec, je suis fier de toi. Ça a pris du cran et de la patience. Beaucoup de patience. » Nos radios ont crachoté le premier appel de la journée, un possible événement cardiaque à 5 km. Nous sommes montés dans le véhicule. Et pendant que Julien conduisait, j'ai regardé par la fenêtre la ville qui défilait. Quelque part dans mon quartier, Carole était en train de s'occuper des experts en assurance des estimations de réparation et de la lente prise de conscience que ses actions avaient des conséquences. Je n'avais aucune sympathie pour elle. Elle avait eu 7 semaines pour arrêter. 7 semaines de chance d'être raisonnable. Elle avait choisi l'intimidation à la place. Maintenant, elle devait vivre avec ce choix. Et moi, j'allais au travail à l'heure, faire mon travail, sauver des vies si je pouvais, et rentrer à la maison dans une allée qui était enfin à moi. Les bornes attendraient un solide jaune réfléchissante, légale, permanente, un monument au pouvoir de la documentation de la persistance et du refus d'être intimidés par des gens qui pensent que leur autorité les rend immunisés. Carole m'avait sous-estimé. Elle avait supposé que je plierais. Elle avait tort. Et cette BMW froissée, assise sur une dépanneuse, était la preuve que parfois les plus silencieux sont ceux dont il faut le plus se méfier. Je n'ai pas posté les séquences de sécurité en ligne. Ce n'était jamais mon intention. J'ai tout documenté pour une protection juridique, pas pour un spectacle public. Mais Internet a une façon de trouver des histoires comme la mienne, et le mercredi soir, ma situation soigneusement contrôlée avait explosé en quelque chose que je ne pouvais pas contenir. Cela a commencé avec le petit-fils de Madame Dupont. Le gamin avait 17 ans, était connecté en permanence et avait apparemment filmé toute la scène de l'accident depuis le perron de sa grand-mère sur son téléphone. Je ne l'ai su que lorsque Julien m'a envoyé un SMS le jeudi matin avec un lien et 3 mots « Mec, t'es célèbre ». La vidéo durait 47 secondes. Elle commençait par le bruit de l'impact, un craquement métallique qui faisait grimacer même à travers les haut-parleurs du téléphone. Puis elle passait à Carole sortant de sa BMW visiblement tremblante, fixant les bornes. On pouvait entendre sa voix clairement. Que sont ces choses? Elles n'étaient pas là hier. Puis moi, sortant calmement dans mon uniforme d'urgentiste, demandant si quelqu'un n'était blessé. La réponse de Carole forte et claire: « Vous avez fait ça. Vous avez mis ça ici pour démolir ma voiture. » Et ma réplique stable et professionnelle: « Ce sont des bornes de protection légale sur ma propriété privée. Le permis est affiché. Êtes-vous blessé ?» La vidéo se terminait par un gros plan du permis attaché à la borne et la BMW écrasée en arrière-plan. La légende disait « Carole de l'ASL percute des bornes. Il a bloqué l'allée d'un urgentiste chaque semaine pendant 2 mois. Il a obtenu un permis. » Elle n'a pas regardé. La vidéo avait 680 000 vues. Le jeudi après-midi, elle avait dépassé 2 millions. Je me suis assis dans la salle de pause de la caserne pendant le déjeuner, faisant défiler les commentaires avec un mélange de fascination et d'horreur. Elle a bloqué un urgentiste. Imaginez s'il y avait une urgence. Zéro sympathie. Ce commentaire avait 112 000 j'aime. Joue à des jeux stupides, gagne des prix stupides. Emoji trophée 98 000 j'aime. Le fait qu'il soit en uniforme rend ça 1000 fois meilleur. 143 000 j'aime. Quelqu'un l'avait republié sur un forum dédié aux personnes qui récoltent que les conséquences de leur arrogance, où il a obtenu 89 000 votes positifs et 3 000 commentaires. Une autre republication sur une communauté axée sur la justice a obtenu 134 000 votes positifs. Le commentaire le plus voté disait « Le gars a vraiment dit papier avant le drame, légende absolue ». J'ai continué à faire défiler, regardant des étrangers disséquer chaque image de la vidéo, louant ma patience, se moquant de l'arrogance de Carole, analysant la brillance légale de la stratégie du permis. Une partie de moi se sentait justifiée. Une plus grande partie se sentait profondément mal à l'aise avec l'attention. C'était censé être une résolution privée à un problème de voisinage.
Maintenant, des millions de personnes connaissaient de mon visage. Mon téléphone a sonné numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a fait décrocher. Monsieur Lemoine, ici Sophie Mercier de France 3. Nous avons vu la vidéo virale du litige de stationnement et nous aimerions vous interviewer sur votre expérience face aux abus de l'ASL. J'ai senti mon estomac se nouer. Je préfère ne pas commenter, ai-je dit prudemment. C'est une affaire privée. La voix de Sophie Mercier est restée professionnellement joyeuse. Je comprends, mais la réponse du public a été extrêmement favorable. Cela pourrait aider votre dossier s'il y a des ramifications juridiques. J'ai pensé à la menace de Carole de me poursuivre à la réunion de l'ASL, à toutes les façons dont cela pouvait encore mal tourner. Il n'y a pas de dossier, ai-je dit fermement. C'est résolu. Merci de m'avoir contacté. J'ai raccroché et j'ai immédiatement envoyé un SMS à la grand-mère du gamin. Madame Dupont, j'ai besoin de parler à votre petit-fils de la vidéo qu'il a postée. Elle a répondu 20 minutes plus tard par un appel téléphonique d'excuses. Oh, Antoine, je suis tellement désolé. Je ne savais pas qu'il l'avait filmé avant que ce ne soit partout. Il se sent très mal. J'en doutais. Le gamin n'avait probablement jamais eu autant d'engagement dans sa vie, mais j'ai gardé ma voix calme. Je ne suis pas en colère. J'ai juste besoin de savoir s'il prévoit de poster autre chose. Madame Dupont m'a assuré que non, qu'elle lui avait parlé de la vie privée, qu'il avait promis de laisser tomber. Je l'ai remercié et j'ai raccroché, sachant que le mal était déjà fait. On ne peut pas dépublier quelque chose que 2 millions de personnes ont déjà vu. Le vendredi soir, mon téléphone a vibré avec une notification. L'ASL avait convoqué une réunion d'urgence. L'email était « professionnel, soigneusement formulé pour éviter d'admettre quoi que ce soit ». En raison d'événements récents affectant la réputation de la communauté et la conduite du Conseil, une session d'urgence a été programmée pour le vendredi 27 octobre à 19 h. Tous les résidents sont encouragés à y assister. J'ai lu entre les lignes. La vidéo virale les avait embarrassés. Carole était à leur conseil, et maintenant tout Internet savait qu'un membre du Conseil avait violé de manière flagrante les lois sur le stationnement tout en intimidant le résident qu'elle était censée servir. Ils avaient besoin de limiter les dégâts. J'ai marqué mon calendrier et j'ai ressenti une satisfaction sombre. Laissez-les s'agiter. La salle de réunion était bondée. J'étais arrivé 15 minutes en avance et j'avais à peine trouvé une place à l'arrière. 32 personnes peut-être plus entassées dans un espace conçu pour 20. J'ai reconnu la plupart des visages du quartier plus quelques-uns que je n'avais jamais vus auparavant et qui s'étaient probablement présentés juste pour le drame. Carole était ostensiblement absente. L'ordre du jour la mentionnait comme étant en congé médical, ce qui, je le soupçonnais, était un code pour se cacher jusqu'à ce que cela passe. Le président de l'ASL, l'homme aux cheveux gris nommé Claude, avait l'air profondément mal à l'aise alors qu'il ouvrait la réunion. Sa confiance habituelle s'était évaporée, remplacée par l'attitude de quelqu'un qui savait qu'il allait se faire crier dessus. « Avant de commencer, a dit Claude la voix tendue, je veux aborder l'incident récent impliquant un membre du Conseil et l'installation de protection de propriété d'un résident. Le Conseil prend toutes les préoccupations au sérieux et nous menons un examen approfondi. » Une femme au premier rang que je reconnaissais vaguement a levé la main. J'ai vu Carole bloquer l'allée de cet homme pendant des semaines. Je trouvais ça impoli, mais je ne savais pas qu'il allait se plaindre. Un autre voisin, un homme d'âge moyen que j'avais vu à la dernière réunion, s'est levé. « Je dois des excuses à Monsieur Lemoine. J'ai cru la version de Carole lors de la dernière réunion. La vidéo montre que j'avais complètement tort. » L'ambiance dans la pièce avait radicalement changé par rapport à la dernière fois où j'étais venu. Plus de mains se sont levées. Un homme d'une 60aine d'années. Ma femme a eu une amende de stationnement l'année dernière pour avoir bloqué une allée pendant 5 minutes. Pourquoi Carole a-t-elle un traitement de faveur? La voix de Madame Dupont tremblante mais déterminée. La vidéo de mon petit-fils montre Carole admettre qu'elle se gare toujours là. Elle savait ce qu'elle faisait. Une femme que je ne reconnaissais pas. C'est un urgentiste. Il sauve des vies. Et nous l'avons laissé l'intimider. C'est honteux. Chaque déclaration frappait comme un marteau et j'ai regardé le visage de Claude devenir plus pâle. Il ne s'agissait plus seulement du stationnement. Il s'agissait de la crédibilité du Conseil, de savoir s'il servait les résidents ou protégeait les leurs.
Claude s'est éclairci la gorge. « Monsieur Lemoine, souhaitez-vous vous adresser au conseil ?» Je me suis levé sortant le dossier que j'avais apporté. Le même dossier de preuves que j'avais essayé de présenter à la dernière réunion, celui que personne n'avait voulu voir. J'ai documenté 15 incidents sur cette semaine, ai-je dit, en gardant ma voix calme. J'ai envoyé des emails au conseil. Aucune réponse pendant 3 semaines. Quand j'ai finalement été invité à une réunion, j'ai été publiquement accusé de harcèlement avant de pouvoir présenter des preuves. J'ai déposé des rapports de police. J'ai consulté un avocat. J'ai essayé toutes les options raisonnables avant d'installer un équipement de protection sur ma propre propriété, avec les permis appropriés à un coût personnel important. La pièce était silencieuse. Je n'ai jamais voulu de conflit. J'avais juste besoin d'aller travailler. Ici ça si. Claude avait l'air de vouloir s'enfoncer sous le plancher. Monsieur Lemoine, au nom du conseil, je m'excuse. Votre plainte aurait dû être traitée immédiatement et équitablement. C'était trop peu trop tard, mais c'était quelque chose. Un autre membre du conseil, une femme que j'avais vue à la dernière réunion, a proposé une motion « Examen formel de la conduite des membres du conseil », y compris l'examen des plaintes de résidents rejetées au cours des 3 dernières années avec des procédures de révocation potentielles si justifiées. Le vote a été rapide et décisif. 28 pour une abstention, personne contre. Le règne de Carole prenait fin et elle n'était même pas là pour se défendre. Après la réunion, je suis allé à Moissuvet seul, mais cette fois plusieurs voisins m'ont approché. Monsieur François Lega, qui m'avait évité après la dernière réunion, m'a serré la main. Je suis désolé de ne pas avoir parlé avant. Carole a rejeté ma plainte concernant ses chiens l'année dernière. J'aurais dû savoir qu'elle ferait ça à quelqu'un d'autre. Un couple plus jeune à qui je n'avais jamais parlé m'a remercié d'avoir tenu tête à l'abus de l'ASL. Madame Dupont m'a serré dans ses bras et s'est excusée à nouveau pour la vidéo de son petit-fils. Je l'ai assuré que c'était bien, même si je me sentais toujours bizarre, que des millions d'étrangers regardent le pire moment de mon conflit avec Carole. J'ai conduit jusqu'à la maison et j'ai vérifié mon téléphone une fois de plus. La vidéo avait maintenant 1 million de vues. Quelqu'un avait créé une vidéo de réaction qui avait 800 000 vues à elle seule. Il y avait des mèmes, des gifs, des fils de discussion entiers, analysant la stratégie juridique. Voilà à quoi ressemble la compétence. En commentaire très voté, disait « Pas de cris, pas de violence, juste de la paperasse et de la patience. » Un autre, « Carole a vraiment dit « Je me gare toujours ici », comme si cela allait aider son dossier. » Internet avait transformé Carole en une mise en garde, l'incarnation de l'abus de l'ASL, arrogant, récoltant exactement ce qu'il méritait. Je n'ai ressenti aucun triomphe là-dedans, juste de l'épuisement. Je me suis garé dans mon allée, le SUV, roulant doucement devant les 4 bornes jaunes qui avaient déclenché tout cela. Elles avaient l'air les mêmes que ce matin-là, solides, permanentes, non perturbées par les millions d'yeux qui les avaient vues à travers un écran. Je suis rentré, j'ai préparé le dîner et j'ai essayé de décompresser. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer avec des notifications, des demandes d'amis, d'inconnus, des messages demandant des interviews. Un d'un podcast sur les litiges de voisinage. Je les ai tous ignorés. Ce n'était pas un divertissement pour moi. C'était ma vie, ma maison, mon droit d'accéder à ma propre propriété sans être pris en otage par la démonstration de force de quelqu'un. Le samedi matin, j'ai reçu un SMS d'un numéro inconnu. Ceci est l'expert en sinistre de l'assurance de Carole. L'estimation de réparation pour son véhicule est de 8 400 €. Sa réclamation a été refusée en raison d'une erreur de conduite et du non-respect d'obstacles fixes. Elle explore des options juridiques contre vous. Avez-vous des informations d'assurance ? J'ai transféré le message à ma compagnie d'assurance habitation avec le permis, le plan de géomètre, le rapport de police et une brève explication. Ils ont répondu en moins de 2 heures. Réclamation semble frivole. Borne légale sur votre propriété clairement visible. Nous nous occuperons de toute action en justice. Aucune responsabilité de votre part. J'ai sauvegardé cet email à 3 endroits et j'ai ressenti un soulagement. Carole pouvait explorer toutes les options juridiques qu'elle voulait. Elle pouvait engager des avocats, déposer des plaintes, essayer de faire passer cela pour ma faute. Mais les faits étaient immuables. Elle avait violé les lois sur le stationnement à plusieurs reprises. J'avais installé un équipement de protection légale. Elle les avait percutés parce qu'elle ne faisait pas attention. Tout ce que j'avais fait était documenté, permis et défendable. La loi était de mon côté. Les preuves étaient de mon côté.
Et maintenant, grâce à une vidéo virale que je n'avais jamais voulu, l'opinion publique était massivement de mon côté aussi. Carole avait perdu plus qu'un pare-choc et un phare. Elle avait perdu sa crédibilité, son autorité, et apparemment, 400 €. Parfois, les conséquences arrivent toutes en même temps. L'email est arrivé un lundi matin, 2 semaines après que la vidéo virale ait transformé mon conflit de voisinage en folklore Internet. Monsieur Lemoine, je m'appelle Valérie Lambert. Je suis consultante en gestion d'ASL, certifiée engagée par le Conseil des rivières pour mener un examen indépendant des pratiques de gouvernance. Votre documentation a joué un rôle déterminant dans le lancement de cette enquête. Je souhaite vous rencontrer pour recueillir un contexte supplémentaire. Êtes-vous disponible cette semaine? Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai transféré à mon email personnel et je l'ai sauvegardé dans mon dossier de preuves. Examen indépendant. Cela signifiait que le Conseil prenait cela au sérieux, ou du moins qu'il avait assez peur d'une mauvaise publicité supplémentaire pour faire semblant de le prendre au sérieux. Nous nous sommes rencontrés dans un café le mercredi après-midi, territoire neutre, loin du quartier. Valérie était une femme à la fin de la cinquantaine, avec des yeux vifs et le comportement pragmatique de quelqu'un qui avait vu toutes les variétés de dysfonctionnement de l'ASL. Elle avait un porte-documents en cuir rempli de papier et un ordinateur portable qui semblait bien utilisé. « Merci de me rencontrer », dit-elle, commandant un café noir. « J'examine les dossiers du Conseil depuis 3 ans. Votre cas a ouvert une porte que je soupçonne d'être fermée depuis trop longtemps. » Elle a sorti un bloc-notes couvert de notes manuscrites. « J'ai besoin de comprendre la chronologie de votre point de vue. Commencez par le début. » Je l'ai guidé à travers tout le premier blocage d'allée, le schéma croissant, les emails ignorés, la réunion désastreuse de l'ASL où Carole m'avait préventivement dépeint comme l'agresseur, les appels à la police qui n'ont mené nulle part, la consultation d'avocat qui a coûté 300 € et n'a offert aucune solution réelle, la demande de permis et l'installation des bornes. Valérie prenait des notes régulièrement, posant occasionnellement des questions de clarification. « Et vous avez de la documentation pour tout cela ?» a-t-elle demandé. J'ai sorti une clé USB que j'avais préparé 18 vidéos avec horodatage, correspondance par email, avec le conseil copie des rapports de police chronologie, de la demande de permis plan de géomètre reçu de l'entrepreneur, tout. Valérie a branché la clé sur son ordinateur portable et a passé 15 minutes à examiner les fichiers. Son expression n'a pas changé, mais j'ai vu sa mâchoire se serrer légèrement lorsqu'elle est arrivée à la compilation vidéo montrant la BMW de Carole bloquant mon allée encore et encore, les horodatages rendant le schéma indéniable. « C'est la documentation la plus complète que j'ai vue d'un résident », a-t-elle dit finalement. « La plupart des gens abandonnent après que la 2e ou 3e plainte soit rejetée. » J'ai haussé les épaules. « Je suis infirmier urgentiste. Nous documentons tout parce que des vies dépendent de la précision des dossiers. Ce n'était pas une question de vie ou de mort, mais le principe est le même. » Valérie m'a regardé avec quelque chose de proche du respect. « Votre formation vous a bien servi. Cela change considérablement les choses. » Elle a fermé son ordinateur portable et a sorti un dossier différent. Celui-ci était marqué de drapeaux rouges sur plusieurs pages. « Je dois partager quelque chose avec vous, bien que cette information devienne publique bientôt de toute façon. Votre plainte a déclenché un audit complet des décisions du Conseil. Nous avons trouvé 9 plaintes formelles déposées contre Carole au cours des 3 dernières années. Toutes ont été soit rejetées purement et simplement, soit résolues en sa faveur, malgré des preuves claires de violation. » Elle a feuilleté les pages, me montrant des résumés de plaintes. Un voisin s'est plaint de ses branches d'arbres endommageant son toit. Rejeté. Un autre s'est plaint de son entrepreneur bloquant la rue pendant 3 jours. Aucune violation constatée. Un 3e s'est plaint des aboiements de chiens tard le soir. Preuves insuffisantes, même si 2 autres voisins l'ont corroboré. J'ai senti mon estomac se serrer. Elle a utilisé sa position pour se protéger. Valérie a hoché la tête sombrement. Abus d'autorité classique. Chaque plainte impliquant sa propriété ou son comportement a été traitée par elle directement ou influencée par son vote. Conflit d'intérêts clair, mais ça empire. Elle a sorti des feuilles de calcul de dossiers financiers avec des lignes surlignées. Nous avons trouvé une dépense de 12 600 € approuvée en juin de l'année dernière, étiquetée comme « amélioration communautaire, spécifiquement aménagement paysager de l'entrée principale ». La facture provenait d'une entreprise appelée Pro Espace Vert. Le bon de travail énumérait des rénovations détaillées chemin en pierre par terre de fleurs décoratifs, éclairage paysager. Cela semble légitime, ai-je dit prudemment. L'expression de Valérie était dure.
Ce le serait sauf que les travaux ont été effectués entièrement sur la propriété privée de Carole, son jardin. J'y suis passé hier et je l'ai confirmé. Maçonnerie professionnelle, plante coûteuse, éclairage mis à jour, tout correspondant à la description de la facture. J'ai contacté l'entreprise d'aménagement paysager. Ils ont confirmé que l'adresse était la résidence de Carole. On leur a dit que c'était un travail de zone commune approuvé par l'ASL. Elle a laissé cela s'installer. Elle a détourné des fonds de l'ASL pour rénover son propre jardin, puis a utilisé sa position au conseil pour approuver la dépense. Ce n'est pas seulement contraire à l'éthique, c'est du vol. Je me suis assis sur ma chaise digérant. Carole n'avait pas seulement été une intimidatrice. Elle avait systématiquement abusé de son autorité pendant des années, rejetant les plaintes contre elle-même, tout en s'enrichissant avec l'argent de la communauté. La situation de stationnement qui avait rendu ma vie misérable pendant 7 semaines n'était qu'un symptôme d'un problème beaucoup plus profond. Que se passe-t-il maintenant ? Ai-je demandé. Valérie a fermé son dossier. Je présente mes conclusions au conseil demain soir en session fermée. Ils auront 48 heures pour décider comment procéder. Sur la base des preuves, je recommande la révocation immédiate du conseil et la restitution des fonds détournés. S'ils n'agissent pas, je recommanderai aux résidents d'engager des poursuites judiciaires. Le jeudi soir, j'ai reçu un SMS de Madame Dupont. Réunion d'urgence du conseil ce soir. Carole s'est présentée avec un avocat. Ça chauffe. Je n'y suis pas allé. J'avais dit tout ce que j'avais à dire, fourni toutes les preuves que j'avais. C'était au conseil de nettoyer ce gâchis. Mais le vendredi matin, Valérie m'a appelé. C'est fait, a-t-elle dit sa voix, portant une note de satisfaction. Carole a été révoquée du conseil par un vote unanime 5 contre 0. Elle a reçu l'ordre de rembourser les 12 600 € dans les 30 jours, faute de quoi elle fera face à une poursuite civile. L'avocat du conseil examine s'il faut renvoyer l'affaire pour des poursuites pénales. J'ai ressenti un étrange mélange de justification et de vide. Et les autres plaintes qu'elle a rejetées, le conseil rouvre les 9 dossiers pour un examen indépendant, a déclaré Valérie. Plusieurs résidents ont déjà été contactés. L'un d'eux, un homme dont la plainte concernant son arbre a été rejetée, envisage une action civile pour les dommages au toit qu'il a dû payer de sa poche 3 400 €. Elle a marqué une pause. Votre documentation n'a pas seulement résolu votre problème, monsieur Lemoine. Elle a exposé une corruption systémique. Cela demande du courage. Je ne me sentais pas courageux. Je me sentais fatigué. Je voulais juste garer ma voiture, ai-je dit doucement. Le rire de Valérie était sec. Parfois, le refus d'une personne d'accepter l'injustice expose une pourriture qui grandit depuis des années. Vous avez fait cela que vous le vouliez ou non. Le samedi après-midi, Valérie a demandé à me rencontrer une fois de plus au même café. Elle avait un dossier mince, cette fois des documents agrafés, avec un papier à en-tête officiel. Le conseil m'a demandé de vous donner ceci personnellement, dit-elle, le glissant sur la table. Je l'ai ouvert. Un chèque de 350 € à mon nom. La ligne de mémo indiquait « Remboursement des dépenses de consultation juridique engagées pendant le processus de plainte approuvé par vote unanime du conseil ». J'ai fixé le chèque. 350 €. 50 € de plus que ce que j'avais dépensé pour la consultation d'avocat inutile. Ils essayent de corriger le tir, a dit Valérie. Ce n'est pas assez, mais c'est quelque chose. J'ai plié le chèque et je l'ai mis dans mon portefeuille. Il ne s'agissait jamais d'argent, ai-je dit. Valérie a hoché la tête. Je sais, mais le conseil met en œuvre de nouvelles politiques basées sur mes recommandations. Toutes les plaintes seront désormais examinées par un panel de 3 membres et non traitées par des individus. Audit financier tous les 6 mois. Récusation obligatoire pour les conflits d'intérêts. Votre cas est devenu un catalyseur pour une véritable réforme. Elle a rassemblé ses papiers. Les résidents ne le savent pas encore tous, mais ils vous doivent une fière chandelle. La communauté est plus saine maintenant qu'elle ne l'était il y a 2 mois. Je n'étais pas sûr d'y croire. Plus saine peut-être, mais cicatrisée. La confiance, une fois brisée, ne se répare pas rapidement. Ce soir-là, je me suis assis sur mon porche et j'ai regardé les 4 bornes jaunes, toujours en garde devant mon allée. Elles m'avaient coûté 200 € à installer. Elles avaient endommagé un véhicule de 8 000 €. Elles avaient déclenché une vidéo virale, une enquête de l'ASL et l'exposition d'années de fraude financière.
Tout cela parce que j'avais besoin de partir travailler à l'heure et que quelqu'un avec un peu de pouvoir avait décidé que mes besoins n'avaient pas d'importance. J'ai pensé à Carole, ou qu'elle soit gérant les factures d'avocat et les demandes de restitution, et la lente prise de conscience que ces abus l'avaient finalement rattrapée. Je n'ai eu aucune pitié pour elle. Elle avait eu toutes les occasions d'arrêter. J'ai sorti mon téléphone et j'ai envoyé un SMS à Julien. « On dîne demain ?» Sa réponse a été immédiate. « Absolument. Tu payes avec cet argent sale de l'ASL. » J'ai souri malgré moi. C'est 350. On prend des tacos, pas du steak. Julien a envoyé un emoji riant et a confirmé l'heure. J'ai posé mon téléphone et j'ai écouté les sons calmes du soir dans le quartier. Un chien qui aboie au loin. Des enfants jouant au basketball 3 maisons plus loin. La vie de banlieue normale, le genre pour lequel j'avais déménagé ici. Les bornes m'avaient rendu cela. Elles avaient également exposé la corruption, déplacé les dynamiques de pouvoir et rappelé à tout le monde que l'autorité sans responsabilité n'est qu'une tyrannie dans un emballage plus petit. L'ASL était en cours de réforme. Carole était partie. La place de stationnement devant ma maison était vide et le resterait. J'avais gagné, si on pouvait appeler ça comme ça. Mais gagner avait nécessité 7 semaines de documentation, des centaines d'euros, une humiliation virale que je n'avais jamais demandée, et la découverte que l'organe directeur de mon quartier était pourri jusqu'à la moelle. Je ne regrettais pas les bornes. Je ne regrettais pas d'avoir tenu bon. Mais je savais aussi que ce genre de victoire venait avec des coûts qui allaient au-delà de l'argent. La confiance était plus difficile maintenant. La communauté se sentait fragile, et j'avais appris que parfois, faire ce qui est juste signifie devenir la personne dont tout le monde parle, que l'on veuille cette attention ou non. Je suis rentré alors que le soleil se couchait, laissant les bornes monter leur garde silencieuse. Demain, j'irai travailler, je répondrai aux urgences, et je sauverai des vies si je pouvais. Routine normale. Mais chaque fois que je reculerai de mon garage, je verrai ces poteaux jaunes, et je me souviendrai de ce qu'il a fallu pour récupérer quelque chose d'aussi simple que le droit de quitter ma propre allée. Certaines leçons s'apprennent à la dure, c'était la mienne. Et si Carole avait appris la sienne, si l'ASL avait appris la sienne, si le quartier comprenait que le pouvoir exige la responsabilité, alors peut-être que ces 200 € et 7 semaines d'enfer en valèrent la peine après tout. 3 mois ont passé. Décembre est arrivé avec le genre de froid qui rend votre souffle visible et transforme le givre matinal en art temporaire sur les pare-brises. Je me suis tenu dans mon allée à 7h45 un lundi matin, l'heure exacte où la BMW de Carole apparaissait comme une horloge, et je n'ai ressenti rien d'autre qu'une satisfaction tranquille. La rue était vide, dégagée mienne. Une légère neige était tombée pendant la nuit, saupoudrant les 4 bornes jaunes de poudre blanche qui les rendaient presque décoratives. J'ai balayé la neige du pare-brise de mon SUV et j'ai entendu une voix m'appeler d'en face. « Bonjour Antoine, bonne route. » Et c'est un bon morse. Madame Dupont était sur son porche dans un manteau épais, faisant un signe de la main avec une chaleur sincère. J'ai répondu. « Vous aussi, Madame D, restez au chaud. » C'était un petit échange insignifiant en surface, mais il représentait quelque chose qui avait changé dans le quartier au cours des 3 derniers mois. Je n'étais plus le fauteur de troubles. Je n'étais plus le nouveau venu agressif qui ne comprenait pas les valeurs communautaires. J'étais juste Antoine l'urgentiste qui vivait au coin de la rue, le gars qui avait tenu tête à la corruption et avait survécu. J'ai reculé de mon allée en douceur. Pas d'obstacle, pas de stress, et j'ai conduit jusqu'à la caserne. Je suis arrivé à 7h68. Julien était déjà là souriant lorsque je suis entré à l'heure comme toujours. Le monde est de retour en ordre. Oh oui, je m'étais dans mon sang. J'ai ri et j'ai pris mon équipement. Oui, ça fait du bien. Et ça faisait du bien. Pas triomphant, pas justifié, juste normal, comme les choses auraient dû l'être depuis le début. Nous sommes partis pour notre premier appel 6 minutes plus tard. Une possible victime d'AVC à 5 km. Le travail continuait. Des vies étaient en jeu. Ma situation de stationnement, peu importe l'attention qu'elle avait suscitée sur Internet, n'était qu'une note de bas de page dans l'histoire plus vaste de simplement se présenter et faire le travail. Cette perspective m'a aidé. Cela m'a gardé les pieds sur terre lorsque j'étais tenté de vérifier le nombre de vues que cette maudite vidéo avait accumulé. La dernière fois que j'avais regardé, c'était quelque part au nord de 4 millions. J'ai arrêté de regarder après cela. Le plus grand changement est survenu à la mi-décembre lorsque j'ai reçu un SMS du petit-fils de Madame Dupont, le gamin qui avait déclenché toute la situation virale.
Monsieur le moine, ma grand-mère, a dit que la maison de Carole était vendue. Je pensais que vous voudriez savoir. J'ai dépassé sa propriété ce soir-là en rentrant d'un quart de travail tardif. Le panneau « À vendre » avait été remplacé par une pancarte rouge vif « Vendu ». La maison avait l'air sombre vide, prenant déjà cette qualité d'abandon qui se produit lorsque les gens partent à la hâte. Je n'ai ressenti aucune satisfaction à la voir. Aucun sentiment de victoire, juste une vague tristesse que les choses aient dégénéré au point où quelqu'un ait dû déraciner toute sa vie. Madame Dupont a donné les détails le lendemain lorsque je l'ai rencontrée à la boîte aux lettres. Elle a déménagé à Ashford, a-t-elle dit sa voix basse, comme si elle partageait un secret à environ 60 kilomètres. J'ai entendu dire que le mariage était tendu. Son mari était apparemment mortifié par toute l'histoire. Et la pauvre Emma a dû changer d'école. Il y a un Elle a secoué la tête. Je sais que Carole a provoqué ça elle-même, mais cette fille ne méritait rien de tout ça. J'étais d'accord. Emma avait été un dommage collatéral dans la démonstration de force de sa mère, et ce n'était pas juste. Carole a-t-elle remboursé la selle, ai-je demandé. Madame Dupont a hoché la tête. 600 € plus 2000 € de frais juridiques. Ils ont vidé leurs économies d'après ce que j'ai entendu. J'ai pensé à ce chiffre. 14 600 €. Ajouter les 8 400 € pour les réparations de sa BMW et l'habitude de stationnement de Carole lui avait coûté 23 000 € sa position au conseil, sa réputation et finalement sa maison. Tout cela parce qu'elle ne pouvait pas respecter une simple demande de se garer ailleurs. La mathématique des conséquences était parfois brutale. Je ne m'en suis pas réjoui. Je l'ai simplement classé comme un rappel que les actions s'accumulent, que les petits abus de pouvoir peuvent se transformer en pertes catastrophiques si l'on n'y prend pas garde. Carole avait été prudente. Elle avait juste été prudente pour les mauvaises choses, protégeant son autorité au lieu d'examiner son comportement. Là, la tenue des élections en décembre. Le nouveau conseil a été annoncé par email. Présidente la femme comptable qui avait pris la parole lors de la réunion virale. Vice-président le gars dont la plainte concernant l'arbre avait été rejetée. 3 autres résidents que je reconnaissais mais que je ne connaissais pas bien. Tous s'étaient présentés sur des plateformes de transparence et de responsabilité. La première newsletter sous la nouvelle direction est sortie début janvier et je l'ai lue cette fois. Un message de votre nouveau conseil. Nous nous engageons à servir tous les résidents de manière équitable et transparente. Les événements récents nous ont montré que la confiance doit être gagnée par une action éthique constante. Nous avons mis en œuvre des rapports financiers trimestriels, un processus d'examen indépendant des plaintes et des politiques strictes de conflits d'intérêts. Il y avait une section remerciant un résident qui avait tenu les dirigeants responsables. Et même s'ils ne m'ont pas nommé, tout le monde savait. J'ai apprécié la discrétion. L'attention avait été suffisamment écrasante sans reconnaissance officielle. La newsletter annonçait également que 3 des 9 plaintes rouvertes avaient été résolues en faveur des résidents, y compris le cas des dommages causés par l'arbre. Ce voisin avait reçu des excuses formelles et un remboursement partiel pour ses réparations. Ce n'était pas la justice exactement, mais c'était la reconnaissance. Parfois, c'est tout ce dont les gens ont besoin. La preuve qu'ils avaient raison, que leurs préoccupations comptaient, qu'ils n'étaient pas fous de s'exprimer. Fin janvier, je me suis retrouvé à prendre un café avec M. François, le voisin, qui s'était excusé après la réunion d'urgence. C'est devenu une routine du samedi matin, juste 2 gars parlant du travail de la météo et des commérages du quartier. « Vous avez changé les choses ici », m'a-t-il dit un matin remuant du sucre dans son café. Les gens n'ont plus peur de se plaindre. Ils savent que le conseil va réellement écouter. J'ai haussé les épaules mal à l'aise avec les louanges. J'ai juste documenté ce qui s'est passé. N'importe qui aurait pu le faire. François a secoué la tête. Non, la plupart des gens auraient abandonné. Vous ne l'avez pas fait. Ça prend quelque chose que la plupart d'entre nous n'avons pas. J'y ai réfléchi. Têtu peut-être. Ou juste la formation d'un urgentiste qui refuse d'accepter la défaite tant que toutes les options n'ont pas été épuisées. J'ai eu de la chance, ai-je dit. Le système de permis existait. La ville l'a approuvé. L'entrepreneur était disponible. Une 12aine de choses auraient pu mal tourner. François a souri. Mais ce n'est pas arrivé. Et c'est parce que vous avez fait vos devoirs. Vous avez monté un dossier au lieu de simplement vous énerver. Il avait raison, mais cela ne ressemblait pas à de la sagesse.
Cela ressemblait à de la survie, à l'utilisation des seuls outils dont je disposais lorsque toutes les voies officielles m'avaient fait défaut. Si la ville n'avait pas eu cet arrêté de protection d'allée, je serais toujours en train de documenter la BMW de Carole qui me bloquait impuissant et en retard au travail. Février a apporté un développement inattendu. La communauté a commencé à planifier un projet de jardin de quartier pour le printemps, un espace partagé où les résidents pourraient cultiver des légumes et des fleurs. Je me suis porté volontaire, me surprenant moi-même. L'ancien moi, le mois d'avant les bornes, aurait gardé la tête basse et évité l'implication communautaire. Mais l'isolement était ce qui avait rendu l'intimidation de Carole si efficace. Elle avait compté sur le fait que je sois seul, que je sois l'étranger que personne ne connaissait assez bien pour défendre. Le projet de jardin était un choix délibéré de faire partie de quelque chose, de connaître mes voisins et de les laisser me connaître. Nous avons tenu une réunion de planification au centre communautaire et 12 personnes se sont présentées. Nous avons parlé des tailles de parcelles, des horaires d'arrosage et des légumes qui poussaient le mieux dans notre zone. C'était banal et ordinaire et exactement ce dont j'avais besoin. Pas de drame, pas de conflit, juste des gens travaillant ensemble sur quelque chose de petit et de positif. Quand je suis rentré ce soir-là, je me suis assis sur mon porche et j'ai regardé les bornes à nouveau. Elles faisaient maintenant partie du paysage aussi permanente et banale que la boîte aux lettres ou les panneaux de signalisation. Plus personne ne les fixait. Plus personne ne ralentissait pour prendre des photos. Elles avaient rempli leur mission et s'étaient estompées dans la normalité. J'aimais ça. L'histoire était terminée, mais la solution restait silencieuse, fonctionnelle, sans drame. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Julien. Soirée poker vendredi. Tu es de la partie, j'ai répondu. Oui, j'apporte les jetons. Des plans simples, avec un ami dont j'avais failli perdre le respect à cause de mes retards chroniques. Cela comptait plus que la célébrité virale ou les réformes de l'ASL ou n'importe laquelle des conséquences plus larges qui avaient découlé de ces 4 poteaux en acier. Julien et moi travaillions toujours ensemble, nous nous faisions toujours confiance avec des vies en jeu. Cette confiance avait été mise à rude épreuve par les actions de Carole et restaurée par ma solution. Tout le reste n'était que du bruit. J'ai préparé un dîner simple et j'ai pensé au mois passé, frustration, conflit, chaos, résolution et maintenant calme. Les bornes m'avaient coûté 200 €, mais elles m'avaient racheté le contrôle, le temps et la dignité. Ajouter les permis et une consultation d'avocat, et cela s'élevait à 675 €. La leçon de Carole lui avait coûté 23 000 €. Le calcul n'était pas juste, mais la justice l'est rarement. J'avais suivi les règles tout documentées et gagné grâce à la patience et à la procédure. Elle avait abusé de son autorité et perdu face à sa propre arrogance. Nous avions tous deux appris quelque chose, la persistance soutenue par les systèmes et le pouvoir non contrôlé finit par s'effondrer. Des leçons coûteuses, mais qui valaient chaque euro. J'ai fini de dîner, j'ai fait la vaisselle et j'ai regardé la rue tranquille. Quelque part à 60 km de là, Carole faisait probablement la même chose, recommençant là où personne ne connaissait son histoire. J'espérais qu'elle avait appris, mais ce n'était plus mon affaire. Mon travail était simple. Me présenter, faire le travail, vivre sans demander la permission. Les bornes seraient toujours là, demain et après-demain solides, légales miennes. J'avais récupéré cet espace non par la colère, mais par la patience et la preuve. Et cela valait la peine de s'en souvenir. La documentation l'emporte sur l'intimidation, la procédure l'emporte sur la personnalité.